Mon frère a gravement blessé la jambe de mon fils de 6 ans avec une barre en acier lors du barbecue familial. Quand j'ai entendu mon fils hurler, j'ai couru dehors, et je l'ai trouvé au sol, sa jambe pliée selon un angle anormal. Mon frère se tenait là, tenant la barre ensanglantée, en disant « Il a touché à ma bière ». Mes parents disaient encore qu'il l'avait mérité. Maman a ajouté « Il devrait apprendre à garder ses mains pour lui ». Papa a approuvé « Ton frère lui donnait juste une leçon ». Ma sœur a ri, peut-être qu'il écoutera maintenant. Quand j'ai essayé d'appeler le 911, mon père m'a arraché mon téléphone et l'a jeté, n'ose même pas. Mon frère a donné un nouveau coup de pied à mon fils alors qu'il pleurait de douleur, arrête de faire ton cinéma. Je me suis défendu et j'ai emmené mon fils à l'hôpital. Les médecins ont dit que sa jambe était brisée à plusieurs endroits. Ce que j'ai fait ensuite a laissé toute ma famille dans la terreur. Le son me hante encore. Ce cri suraigu a fendu l'air de l'après-midi, tel un couteau dans la chair, perçant à travers les bavardages détendus et le rock classique qui s'échappait de l'enceinte portable. J'ai laissé tomber le saladier de salade de pommes de terre que je rapportais de la cuisine, le plastique heurtant le béton alors que je sprintais vers le jardin. Mon fils, Tyler, était allongé sur l'herbe près de la table de pique-nique, son petit corps secoué de sanglots. Sa jambe droite était tordue selon un angle qui m'a retourné l'estomac. Le sang imbibait son short cargo, s'étalant sur le tissu vert en taches sombres. Debout à 1 mètre de là se trouvait mon frère Case, une barre en acier serrée dans ses 2 mains, l'extrémité maculée de cramoisi. Il a touché à ma bière, a dit Case d'un ton plat, comme s'il venait d'expliquer pourquoi il avait changé de chaîne de télévision. Je suis tombé à genoux près de Tyler, mes mains tremblantes alors que j'essayais d'évaluer les dégâts sans le bouger. Son visage était devenu pâle, les larmes coulaient sur ses joues alors qu'il cherchait son souffle entre 2 cris. La jambe était pliée de travers juste en dessous du genou, et je pouvais voir que l'enflure commençait déjà. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Les mots sont sortis dans un murmure, mon cerveau luttant pour assimiler la scène. « Je te l'ai dit, ce que j'ai fait. » Case a jeté la barre sur l'herbe. Le petit morveux a attrapé ma corona. Personne ne touche à mes affaires. Ma mère est apparue au coin de la maison, mon père juste derrière elle. J'ai levé les yeux vers eux en m'attendant à de l'horreur, en m'attendant à ce qu'ils appellent immédiatement les secours. Au lieu de cela, ma mère a croisé les bras et a secoué la tête en regardant Tyler. « Il devrait apprendre à garder ses mains pour lui », a-t-elle dit froidement. Le monde a basculé. « Maman, regarde-le. Nous avons besoin d'une ambulance, tout de suite. » Ton frère lui donnait juste une leçon, a ajouté mon père, se positionnant aux côtés de Case comme s'il formait un front uni. Peut-être que la prochaine fois, Tyler y réfléchira à 2 fois avant de prendre des choses qui ne lui appartiennent pas. Ma sœur Véronica a émergé de la porte arrière, a jeté un coup d'œil à la situation, et a réellement ri. Le son est sorti sec et cruel. Peut-être que maintenant, il écoutera quand les adultes lui disent non. J'ai fouillé dans ma poche pour prendre mon téléphone, les doigts engourdis alors que j'essayais de déverrouiller l'écran. Avant que je puisse composer le numéro, mon père s'est jeté en avant et me l'a arraché des mains. Il l'a jeté violemment contre la clôture, et j'ai entendu l'écran se briser. « N'ose même pas appeler qui que ce soit », a-t-il grogné. « C'est une affaire de famille. » Les cris de Tyler s'étaient dissous en gémissements, ses petites mains agrippant l'herbe. J'ai commencé à le rassembler dans mes bras, désespéré de l'éloigner de ces gens que je ne reconnaissais plus. Case s'est avancé et a donné un coup de pied dans la jambe blessée de Tyler. Le cri de mon fils s'est élevé à nouveau, plus fort qu'avant. Un son de pure agonie qu'aucun enfant ne devrait jamais émettre. « Arrête de faire ton cinéma », a ricané Case. Quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis jeté sur Case, le prenant suffisamment au dépourvu pour le pousser en arrière. Il a trébuché mais n'est pas tombé. Mon père m'a attrapé par les épaules par derrière, essayant de me tirer en arrière. « Lâche-la », a claqué ma mère, mais pas à l'adresse de mon père à la mienne. « Tu fais une scène. » Je me suis dégagé de l'emprise de mon père et j'ai soulevé Tyler dans mes bras aussi prudemment que possible. Il a crié quand je l'ai bougé, mais je n'avais pas le choix. Ces gens le laisseraient souffrir plutôt que d'admettre que Case avait fait quoi que ce soit de mal. Véronica bloquait le chemin vers le portail latéral. « Où crois-tu aller ? Bouge. » Ma voix est sortie basse et dangereuse. « Bouge tout de suite ou je te jure que je te passe dessus. » Quelque chose dans mon expression l'a fait s'écarter. J'ai porté Tyler à travers le portail, me déplaçant aussi vite que possible tout en essayant de garder ses jambes stables.
Ma voiture était garée dans l'allée et j'ai réussi à l'installer sur la banquette arrière, allongée en travers, la tête posée sur ma veste mise en boule. Le trajet jusqu'à l'hôpital Sainte-Catherine a duré 12 minutes qui ont semblé durer 12 heures. Tyler perdait et reprenait conscience, sa respiration était superficielle. J'ai brûlé 2 feux rouges et klaxonné quiconque ne bougeait pas assez vite. Le personnel des urgences m'a accueilli à l'entrée avec un brancard. Une infirmière aux yeux bienveillants m'a aidé à transférer Tyler tout en posant des questions rapides sur ce qui s'était passé. Je lui ai dit la vérité, chaque horrible détail, pendant qu'il l'emmenait vers les salles d'examen. Le docteur Angela Brennan est sorti 1 heure plus tard, l'expression grave. Votre fils a une fracture ouverte du tibia avec de multiples points de déplacement. Il y a des dommages importants au tissu mou. Nous l'emmenons au bloc opératoire dans l'heure pour remettre l'os en place et réparer ce que nous pouvons. Est-ce qu'il ira bien? Ma voix s'est brisée. Les enfants sont résilients, mais c'est grave. Il aura besoin d'une kinésithérapie intensive. Il pourrait y avoir des dommages permanents à sa mobilité. Elle a fait une pause. La police est en route. Des blessures comme celle-ci n'arrivent pas par accident. Le détective Marcus Winters est arrivé pendant que Tyler était en chirurgie. Il s'est présenté et a écouté attentivement alors que j'expliquais que mon nom de jeune fille était Patterson, le même que celui de mes parents et de mon frère Case. Il a écouté mon récit sans m'interrompre, prenant des notes détaillées. Quand j'ai fini, il a fermé son carnet et m'a regardé avec un mélange de sympathie et de détermination. « Nous allons porter plainte », a-t-il dit. « C'est une agression aggravée sur mineur, peut-être une tentative de meurtre étant donné la gravité. Je dois vous prévenir que votre famille va peut-être essayer de faire pression sur vous pour abandonner. Je ne le ferai pas, ai-je dit immédiatement. Peu importe ce qu'il en coûte. Il a hoché la tête. Bien. Nous aurons besoin de photos de ses blessures, des rapports du médecin, et je vais obtenir un mandat pour cette barre en acier. Avez-vous un endroit sur où aller? Votre famille sait où vous vivez. La question m'a glacé le sang. Je n'avais pas pensé aussi loin. J'ai une amie qui pourrait nous laisser rester chez elle temporairement. Faites ces arrangements. Il m'a tendu sa carte. Appelez-moi si quelqu'un de votre famille vous contacte. Documentez tout. Tyler est sorti de chirurgie 3 heures plus tard. Le docteur Brennan a expliqué qu'ils avaient inséré une tige métallique pour stabiliser le tibia et avaient dû réparer les dommages aux muscles environnants. Sa jambe était enveloppée dans un plâtre de la cheville à la cuisse, surélevée sur des oreillers. Je me suis assise près de son lit, tenant sa main pendant qu'il dormait sous l'effet de l'anesthésie. Mon téléphone était détruit, mais l'hôpital m'a laissé utiliser leur ligne fixe pour appeler mon amie Nicole. Elle est arrivée en 30 minutes, a jeté un coup d'œil à mon visage, et m'a serré dans ses bras. « Vous restez tous les deux chez moi », a-t-elle dit fermement. Pas de discussion. Au cours de la semaine suivante, les choses ont bougé plus vite que je ne l'avais prévu. Le détective Winters a arrêté Case à son appartement. Mes parents se sont présentés à l'hôpital une fois, exigeant de voir Tyler. La sécurité les a escortés dehors quand j'ai refusé. Véronica a envoyé une série de messages par l'intermédiaire d'amis communs, me traitant de dramatique et prétendant que je détruisais la famille pour un accident. Un accident? Comme si Case avait trébuché et accidentellement balancé une barre en acier avec assez de force pour fracasser la jambe d'un enfant. La procureure de district assignée à l'affaire était une femme nommée Patricia Morale, qui avait la réputation d'être implacable. Elle m'a rencontré dans une salle de conférence au tribunal, a passé en revue toutes les preuves et a exposé la stratégie de l'accusation. Votre frère va prétendre que votre fils l'a provoqué, a-t-elle expliqué. Que prendre sa bière était un acte de vol ou de défiance qui justifiait une discipline. Son avocat va essayer de peindre cela comme le droit d'un parent à corriger un enfant qui se conduit mal. Tyler n'est même pas son enfant, ai-je dit. Et ce n'était pas de la discipline. C'était de la violence. Je sais. Nous avons les preuves médicales, les témoignages du personnel hospitalier qui a entendu votre récit initial, et la barre en acier elle-même, qui porte encore des traces de sang et de tissu. Mais je dois que vous soyez prête à ce que votre famille témoigne contre vous. Elle avait raison. Lorsque l'audience préliminaire a eu lieu 2 semaines plus tard, ma mère, mon père et Véronica ont tous témoigné à la barre. Ils ont affirmé que Tyler s'était mal comporté toute la journée, qu'il avait délibérément détruit les biens de Case à plusieurs reprises, que Case avait seulement voulu lui faire peur. Ma mère a effectivement pleuré à la barre, racontant comment je déchirais la famille pour un malentendu.
Mon père a décrit Case comme un homme bon qui avait commis une erreur dans le feu de l'action. Veronica m'a dépeinte comme une mère surprotectrice qui avait toujours trop couvé Tyler. La juge n'y a pas cru. Elle a fixé la caution à 5,000 $ et a ordonné à Case de n'avoir aucun contact avec des mineurs. Mes parents ont payé la caution en 2 jours. Le rétablissement de Tyler a été lent et douloureux. La kinésithérapie le faisait pleurer, les exercices sollicitant sa jambe en guérison de manière qui faisait mal malgré les médicaments. Il faisait des cauchemars à propos du barbecue, se réveillant en hurlant que quelqu'un lui faisait mal. J'ai trouvé un psychologue pour enfants spécialisé dans les traumatismes et nous avons commencé des séances hebdomadaires. Pendant ce temps, je faisais face à mes propres retombées. Mes parents appelaient constamment jusqu'à ce que je bloque leur numéro. Ils se sont présentés chez Nicole jusqu'à ce qu'elle menace d'appeler la police. Des membres de la famille élargie, dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, avaient soudainement des opinions sur mes choix, la plupart prenant le parti de Case. Ma tante Paula a été l'exception. Elle m'a appelé 3 semaines après l'incident, la voix serrée par la colère. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Ta mère a dit à tout le monde que Tyler allait bien et que tu réagissais de manière excessive. J'ai dû entendre la vérité d'un voisin qui a vu les rapports de l'hôpital en ligne. Les rapports de l'hôpital ne devraient pas être en ligne, ai-je dit, alarmé. Ils ne le sont pas. Les dossiers du tribunal le sont. L'audience préliminaire est une information publique. Elle a fait une pause. Je veux aider. De quoi as-tu besoin? Ce dont j'avais besoin, c'était de preuves que ce n'était pas la première fois que Case était violent. Paula a compris immédiatement. Elle avait vécu dans la même petite ville toute sa vie et connaissait les affaires de tout le monde. En une semaine, elle m'avait mis en contact avec 3 autres personnes que Case avait blessées au fil des ans. Il y avait Brandon Mills, que Case avait envoyé à l'hôpital lors d'une bagarre dans un bar il y a des années. L'affaire avait été réglée à l'amiable après que mes parents eurent payé ses frais médicaux, et il avait accepté de ne pas porter plainte. Il y avait Amanda Chen, l'ex-petite amie de Case, qui avait une ordonnance restrictive contre lui après qu'il lui eut cassé le poignet lors d'une dispute. Et il y avait Jeffrey Porter, un ancien collègue que Case avait agressé sur le parking pour un désaccord sur des heures supplémentaires. Aucun d'entre eux n'avait poursuivi sérieusement en justice, principalement parce que mes parents avaient de l'argent et de l'influence dans notre ville natale. Case avait appris que la violence n'avait pas de réelles conséquences tant que nos parents nettoyaient ses dégâts. J'ai donné toutes ces informations à Patricia Morale. Elle a interrogé chaque personne, construisant un modèle de comportement qui montrait que l'agression de Case sur Tyler n'était pas un incident isolé, mais faisait partie d'une longue histoire de réponses violentes à des provocations mineures. Le procès a été fixé 4 mois après l'incident. Tyler marchait à nouveau à ce moment-là, bien qu'avec un boitement prononcé que le médecin disait peut être permanent. Il avait pris du poids à cause de l'activité réduite, et sa confiance en avait pris un coup. L'enfant de 6 ans extraverti, qui adorait jouer au football et grimper aux arbres, était devenu renfermé et nerveux. Mes parents ont engagé un avocat de la défense coûteux nommé Robert Ashford, qui a immédiatement essayé de faire rejeter les incidents antérieurs comme étant préjudiciables. Le juge les a autorisés pour établir un schéma comportemental. L'accusation avait la barre en acier, les preuves médicales montrant l'étendue des blessures de Tyler, et mon témoignage sur ce qui s'était passé. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était la vidéo. La fille adolescente de Nicole, Madison, était au barbecue ce jour-là, s'ennuyant et jouant sur son téléphone dans la maison. Elle avait commencé à enregistrer par la fenêtre de la cuisine quand elle avait entendu crier, capturant l'incident entier, depuis Case frappant Tyler jusqu'à mon père détruisant mon téléphone. La vidéo était tremblante et l'audio étouffé par la vitre, mais elle montrait tout. Madison n'avait parlé de la vidéo à personne parce qu'elle avait eu peur. Sa mère était mon amie et elle ne voulait pas être impliquée dans un drame familial. Mais quand elle a entendu Nicole et moi parler du procès, et de la façon dont l'avocat de Case prétendait que Tyler avait attaqué Case en premier, elle s'est manifestée. La vidéo a été la pièce finale. Le jury l'a regardée pendant le procès, et j'ai vu plusieurs d'entre eux essuyer leurs yeux. Le visage de Case est devenu rouge alors que ses propres mots résonnaient assez clairement pour être compris, il a touché à ma bière. Puis plus tard, le coup de pied alors que Tyler gisait en pleurant, arrête de faire ton cinéma. Ma famille était assise dans la salle d'audience derrière Case. Ma mère gardait un visage neutre, mais mon père avait l'air furieux. Veronica me fixait avec une telle haine que j'ai dû détourner le regard. Le jury a délibéré pendant 3 heures.
Ils ont reconnu Case coupable d'agression aggravée sur mineur, de mise en danger d'enfants et de coups et blessures causant des dommages corporels graves. Le juge l'a condamné à 8 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 5 ans, ainsi qu'à une obligation de suivre un stage de gestion de la colère et une interdiction permanente de contact non supervisé avec des enfants. Mes parents se sont levés et sont sortis sans me regarder. Véronica a suivi, mais pas avant de se tourner pour mimer « J'espère que tu es contente » dans ma direction. Je n'étais pas contente. Mon fils avait été blessé, peut-être à vie. Ma famille m'avait montré qu'elle valorisait la fierté de Case plus que la sécurité de Tyler, mais j'étais satisfaite que justice ait été rendue. Les semaines suivant la condamnation de Case ont apporté un calme inattendu, comme le silence étrange après le passage d'une tempête. Tyler faisait des progrès en kinésithérapie, bien que chaque séance le laisse épuisé et endolori. Je le regardais lutter à travers des exercices qui auraient dû être simples pour un enfant de 6 ans, et la rage montait à nouveau dans ma poitrine. La maison de Nicole était devenue notre sanctuaire. Sa fille Madison se sentait très mal de ne pas avoir présenté la vidéo plus tôt, mais je l'ai assuré qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle n'était qu'une enfant qui avait eu peur, et sa preuve avait finalement scellé le sort de Case. Elle et Tyler avaient noué une amitié improbable, Madison lui faisant la lecture les jours où sa jambe lui faisait trop mal pour qu'il puisse se concentrer sur autre chose. Pendant ce temps, j'ai commencé à recevoir des messages de gens que je connaissais à peine. Des camarades de lycée à qui je n'avais pas parlé depuis des années voulaient soudainement partager leurs propres histoires sur Case. L'image qui émergeait était plus sombre que je ne l'avais imaginé. Une femme nommée Stephanie Davis m'a contacté via les réseaux sociaux, expliquant que Case avait attaqué son jeune frère à une piscine communautaire il y a 7 ans. Le garçon avait accidentellement éclaboussé Case en jouant, et Case lui avait maintenu la tête sous l'eau jusqu'à ce que les maîtres nageurs interviennent. Mes parents avaient payé 10,000 $ à la famille pour qu'elle se taise, prétendant que Case avait bu et ne savait pas ce qu'il faisait. Puis il y a eu Michael Torres, qui était allé au lycée avec Case. Il a décrit comment Case l'avait battu si violemment lors d'une dispute pendant un match de basket qu'il avait eu besoin d'une reconstruction dentaire. Une fois de plus, mes parents avaient fait un chèque et fait disparaître l'affaire. Michael a dit qu'il s'était toujours demandé si Case avait blessé quelqu'un d'autre, mais qu'il avait eu trop honte pour se manifester de lui-même. Chaque histoire suivait le même schéma. Case explosait pour quelque chose de trivial. Quelqu'un était blessé. Mes parents minimisaient la situation et jetaient de l'argent sur le problème jusqu'à ce qu'il disparaisse. Case ne faisait face à aucune conséquence réelle, apprenant encore et encore que sa violence était quelque chose que notre famille couvrirait toujours. J'ai compilé chaque récit, chaque preuve, chaque dossier hospitalier que j'ai pu trouver. Le dossier devenait épais, documentant qui mon frère était vraiment non pas l'homme incompris que mes parents dépeignaient, mais un individu dangereux qui avait été encouragé toute sa vie. Ma tante Paula m'a aidé à creuser plus profondément dans les finances familiales. Elle avait accès aux vieux relevés bancaires grâce à son poste à la caisse de crédit locale où mes parents avaient des comptes depuis des décennies. Ce qu'elle a trouvé était stupéfiant. Au cours des 15 dernières années, mes parents avaient versé près de 385,000 $ en règlements, frais juridiques et argent du silence liés au comportement de Case. Ils se sont ruinés pour le protéger, a dit Paula, étalant les relevés bancaires sur sa table de cuisine. Regarde ça. Ils ont contracté une deuxième hypothèque sur la maison il y a 10 ans. Puis une troisième 5 ans après. Tout le capital qu'ils avaient accumulé. Disparu. J'ai fixé les chiffres, assimilant ce qu'ils signifiaient. Mes parents s'étaient toujours présentés comme financièrement à l'aise, voire aisés. Ils avaient aidé à payer le mariage de Véronica, lui avaient acheté une voiture à sa sortie de l'université, mais ils ne m'avaient jamais offert une aide similaire, prétendant qu'ils devaient faire plus attention à l'argent en vieillissant. Maintenant, je comprenais pourquoi. Chaque dollar qui aurait pu aller vers leur retraite ou aider leur fille était allé au nettoyage des dégâts de Case. Ils l'avaient choisi lui, par-dessus tout le reste, y compris leur propre sécurité financière. Cette réalisation m'a fait penser à mon enfance différemment. Toutes ces fois où Case avait eu des ennuis à l'école, avait été suspendu, arrêté pour consommation d'alcool mineur ou agression mineure, mes parents l'avaient toujours présenté comme « les garçons seront toujours des garçons », ou comme Case ayant du mal à trouver sa place dans le monde. Ils ne l'avaient jamais tenu pour responsable, ne l'avaient jamais forcé à faire face aux conséquences de ses actes. Pendant ce temps, Véronica et moi avions été tenus à des normes complètement différentes. Je me souvenais avoir été puni pendant une semaine pour être rentré 30 minutes après le couvre-feu quand j'avais 16 ans.
Veronica avait perdu le privilège de sa voiture pendant un mois après avoir eu un C en chimie. Mais Case pouvait blesser des gens et ne faire face à rien d'autre que de douces leçons de morale sur le contrôle de son tempérament. Le favoritisme avait été si flagrant, pourtant je l'avais normalisé parce que c'était tout ce que j'avais jamais connu. Les fils étaient différents, m'avait-on dit. Les garçons avaient besoin de plus de grâce, de plus de compréhension. C'était des conneries, et cela avait failli coûter à mon fils sa capacité de marcher. La deuxième opération de Tyler a eu lieu 8 semaines après la première. La procédure initiale avait stabilisé l'os, mais le docteur Brennan a expliqué qu'il devait intervenir à nouveau pour traiter certaines complications. Du tissu cicatriciel s'était formé d'une manière qui limitait sa mobilité, et il y avait une inquiétude concernant l'apport sanguin à la partie inférieure de sa jambe. Je me suis assise seule dans la salle d'attente de la chirurgie. Nicole avait proposé de venir, mais je lui ai dit de rester à la maison avec Madison. C'était quelque chose que je devais affronter seul. L'opération a duré 4 heures, chaque minute s'écoulant lentement pendant que j'imaginais tout ce qui pouvait mal tourner. Le docteur Brennan est sorti, l'air fatigué mais satisfait. La procédure s'est bien passée. Nous avons nettoyé le tissu problématique et rétabli une circulation correcte. Son calendrier de récupération vient d'être prolongé de 6 semaines supplémentaires, mais cela devrait améliorer son pronostic à long terme. Encore 6 semaines de douleur pour mon enfant. Encore 6 semaines de mobilité limitée et de frustration. Tout cela parce que Case ne pouvait pas contrôler son tempérament pour une bouteille de bière. Pendant la convalescence de Tyler après la deuxième opération, le détective Winters a appelé avec une mise à jour. Nous avons été contactés par quelqu'un qui a été témoin d'un autre incident impliquant votre frère. Celui-ci date d'il y a 3 ans. La victime ne l'a jamais signalé parce que votre famille l'a convaincu de ne pas le faire. La victime était un adolescent nommé Jason Reeves qui travaillait dans une épicerie où Case faisait ses courses. Jason avait accidentellement surfacturé Case en scannant un article 2 fois. Case l'avait suivi jusqu'au parking après son service et l'avait battu assez violemment pour lui casser le nez et fêler 2 côtes. Mes parents avaient payé les frais médicaux de Jason et donné à sa famille 15,000 $ pour garder le silence, a poursuivi le détective Winters. Les parents de Jason se sentent terribles maintenant. Ils pensaient faire ce qu'il y avait de mieux pour leur fils, en prenant l'argent et en passant à autre chose. Mais quand ils ont entendu parler de ce qui est arrivé à Tyler, ils ont réalisé qu'ils avaient permis à votre frère de blesser un autre enfant. La culpabilité a dû être écrasante. Je ne pouvais pas imaginer ce que les parents de Jason ressentaient en sachant que leur silence avait peut-être contribué à la blessure de Tyler, mais je comprenais aussi leur position. Mes parents pouvaient être très persuasifs, et 15,000 $, c'était une somme qui change la vie pour beaucoup de familles. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cette information maintenant, ai-je demandé. Cela renforce le dossier selon lequel votre frère a une longue histoire de comportements violents que vos parents ont activement couverte. La procureure veut savoir si vous envisagez une action civile. C'est à ce moment-là que l'idée a pris forme. Les charges criminelles avaient mis Case derrière les barreaux, mais elle n'avait rien fait pour traiter le rôle de mes parents dans la création du monstre qu'il était devenu. Il l'avait encouragé pendant des décennies, avait payé ses victimes, et lui avait appris que la violence n'avait pas de conséquences durables. Peut-être qu'il était temps qu'ils apprennent le contraire. Le procès civil est venu ensuite. Patricia Moral m'a mis en contact avec un avocat spécialisé dans les dommages corporels nommé David Kramer, qui était expert dans les affaires impliquant la violence familiale. Il a intenté un procès contre Case pour les frais médicaux de Tyler, les coûts de thérapie en cours, la douleur et la souffrance, et les besoins médicaux futurs. Mais il a aussi porté plainte contre mes parents. Ils ont créé un environnement où ils savaient que Case était violent et ont échoué à protéger votre fils, a expliqué David. Ils vous ont activement empêché d'obtenir une aide médicale. C'est de la négligence au minimum, peut-être une conspiration criminelle. Les dépositions pour l'affaire civile ont été brutales. Mes parents avaient engagé un avocat différent pour ce procès, un homme mielleux nommé Harrison Wells, qui se spécialisait dans la défense contre les réclamations pour dommages corporels. Il a essayé de me dépeindre comme une fille vindicative, cherchant la vengeance plutôt que la justice. Il a remis en question mon éducation, suggéré que j'avais été négligente en permettant à Tyler d'approcher Case, et a sous-entendu que j'exagérais les blessures de Tyler pour un gain financier. David Kramer l'a mis en pièces. Il a présenté la preuve vidéo, les dossiers médicaux montrant 3 opérations et des complications continues,
et le témoignage des parents de Jason Reeves sur la façon dont mes parents avaient couvert la violence précédente de Case. Il a fait venir chaque victime que Case avait jamais blessée, exposant toute l'étendue de la complicité de mes parents devant le tribunal. Le témoignage le plus accablant est venu du docteur Sarah Andry, une psychologue familiale que David avait fait venir comme témoin expert. Elle a expliqué comment le schéma de mes parents consistant à permettre la violence de Case avait créé une situation dangereuse que toute personne raisonnable aurait pu prévoir qu'elle entraînerait un jour un préjudice grave. Les défendeurs ont établi un schéma clair sur 15 ans, a témoigné le docteur Andry. Ils savaient que leur fils était violent. Ils savaient qu'il ciblait des gens pour des provocations mineures. Ils ont choisi à plusieurs reprises de cacher son comportement plutôt que de chercher de l'aide pour lui ou de protéger les victimes potentielles. Lorsque l'agression sur Tyler s'est produite, ils ont activement empêché l'enfant de recevoir des soins médicaux immédiats et ont tenté d'intimider la mère pour qu'elle ne signale pas le crime. Cela va au-delà de la négligence, c'est de la mise en danger volontaire. J'ai regardé le visage de ma mère alors qu'elle écoutait ce témoignage. Elle était assise parfaitement immobile, les mains jointes sur ses genoux, portant un tailleur bleu marine qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois. Mais ses yeux étaient durs, en colère. Elle n'entendait pas les mots de la psychologue comme une vérité. Elle les entendait comme une attaque. Mon père avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Le stress du procès de Case et de cette poursuite civile avait creusé de nouvelles rides sur son visage. Ses cheveux étaient devenus complètement gris, mais il se tenait toujours droit comme un piquet, la mâchoire serrée, refusant de montrer la moindre faiblesse. Quand ma mère a pris la barre, Harrison Wells lui a fait raconter les événements de ce jour-là, la laissant présenter sa version de la réalité. Selon elle, Tyler s'était mal conduit tout l'après-midi. Il avait délibérément renversé la bière de Case plus tôt, avait couru partout sauvagement malgré qu'on lui ait dit de se calmer, et avait arraché la bouteille de bière des mains de Case dans un signe de manque de respect. Case a mal réagi, a admis ma mère, sa voix mesurée et calme. Il a toujours eu un tempérament, et nous avons essayé de l'aider avec ça, mais Tyler l'avait poussé à bout toute la journée. Parfois, les enfants ont besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. Êtes-vous en train de dire que Tyler méritait d'avoir la jambe cassée? A demandé David lors du contre-interrogatoire. Je dis que des accidents arrivent pendant la discipline, a répondu ma mère doucement. Case n'avait pas l'intention de blesser Tyler aussi gravement. Il essayait de lui apprendre les limites. En le frappant avec une barre en acier assez fort pour briser sa jambe à plusieurs endroits? C'était un moment de force excessive pendant ce qui aurait dû être une correction raisonnable. Et quand votre fille a essayé d'appeler le 911 pour son enfant blessé, pourquoi votre mari a-t-il détruit son téléphone? Le calme de ma mère a vacillé juste une seconde. Nous voulions gérer ça en famille d'abord. Nous ne pensions pas que la blessure était aussi grave qu'elle s'est avérée l'être. L'enfant hurlait de douleur avec sa jambe pliée selon un angle non naturel. Qu'est-ce qui, dans cette situation, vous a semblé mineur? Les enfants exagèrent la douleur. Nous pensions qu'il faisait son cinéma. La salle d'audience était silencieuse. Même Harrison Wells semblait mal à l'aise avec cette réponse. David a laissé le silence planer un long moment avant de continuer. Madame Patterson, combien de fois au cours des 15 dernières années avez-vous versé de l'argent à des personnes que votre fils Case a agressées? Objection, a dit Harrison. Pertinence. Votre honneur, cela vise directement à établir un schéma de tolérance envers un comportement violent, a argumenté David. Le juge l'a autorisé. Le visage de ma mère s'est crispé alors qu'elle était forcée d'admettre au moins 8 incidents dont elle pouvait se souvenir, totalisant environ 385,000 $ en paiement. Et dans l'un de ces cas, avez-vous encouragé Case à chercher de l'aide pour ses problèmes de colère? Une thérapie, des cours de gestion de la colère, quoi que ce soit. Nous l'avons suggéré plusieurs fois. En avez-vous fait une condition de votre soutien financier? Non. Avez-vous fait un suivi pour vous assurer qu'il suivait réellement un traitement? C'est un adulte. Nous ne pouvions pas le forcer. Mais vous pouviez forcer ces victimes à garder le silence en leur offrant de l'argent, n'est-ce pas? Ma mère n'a pas répondu à cela. Elle a simplement fixé David avec une haine mal dissimulée. Le témoignage de mon père a été plus court, mais tout aussi accablant. Il a admis avoir détruit mon téléphone, a prétendu qu'il essayait d'empêcher la situation de s'envenimer, et a dit qu'il pensait que nous pouvions emmener Tyler à l'hôpital nous-mêmes sans impliquer les autorités. Lorsqu'il a été confronté à la vidéo montrant Case donnant un coup de pied à Tyler alors qu'il gisait blessé au sol, l'excuse de mon père a été qu'il n'avait pas vu cette partie se produire.
Vous étiez juste là, a souligné David. La vidéo vous montre clairement dans le cadre. J'ai dû regarder ailleurs un instant, a-t-il dit. Assez longtemps pour manquer votre fils donnant un coup de pied à votre petit-fils alors qu'il était déjà gravement blessé? Je ne me souviens pas que cela soit arrivé. C'était une défense faible et tout le monde le savait. Le jury a regardé la vidéo à nouveau. Ils ont regardé mon père debout à moins de 3 mètres avec une ligne de vue dégagée. Sa mémoire sélective ne trompait personne. Le témoignage de Véronica a été peut-être le plus douloureux. Elle m'a décrite comme une mère surprotectrice qui avait toujours traité Tyler comme s'il était en verre. Selon elle, je cherchais une excuse pour couper les ponts avec la famille depuis des années, et l'accident de Case m'avait donné l'opportunité parfaite. Elle a toujours été rancunière du fait que Case était plus proche de nos parents, a dit Véronica. C'est une question de jalousie et de vengeance, pas de protection de son fils. Le contre-interrogatoire de David a été doux mais efficace. Mademoiselle Patterson, vous avez ri quand vous avez vu Tyler blessé au sol. Pourquoi? Véronica a bougé sur son siège. Je n'ai pas ri du fait qu'il soit blessé. J'ai ri de la façon dont il était dramatique à ce sujet. Un enfant de 6 ans avec une fracture ouverte faisait son cinéma? Je ne savais pas que c'était si grave à ce moment-là. Quel niveau de blessure vous aurait semblé assez grave? Elle n'avait pas de bonne réponse à cela. Le procès a duré 3 semaines. Le jury a délibéré pendant 2 jours avant de revenir avec son verdict. Mes parents ont été jugés responsables d'avoir permis la violence de Case et d'avoir échoué à protéger Tyler. Ils ont accordé 2,4 millions de dollars de dommages et intérêts, plus que ce que David avait même demandé. L'avocat de mes parents a essayé de régler l'affaire discrètement, offrant 50,000 dollars pour la faire disparaître avant que le verdict ne tombe. David a ri et a contre-attaqué avec 2,3 millions. Après le verdict, nous avons finalement réglé pour 1,8 million de dollars afin d'éviter le processus d'appel, structuré pour payer les soins médicaux de Tyler à vie, le reste étant placé dans un fonds pour son avenir. L'argent signifiait que Tyler pouvait avoir la meilleure kinésithérapie, les meilleurs soins psychologiques, et une sécurité financière. Cela signifiait aussi que mes parents devaient vendre leur maison et réduire considérablement leur train de vie. La maison où j'avais grandi, où les barbecues familiaux avaient été autrefois des occasions joyeuses, est allée à des étrangers. Je suis passé devant une fois pendant la vente de succession. Les meubles et les affaires couvraient la pelouse devant la maison. Des étrangers fouillaient dans des décennies de possessions familiales accumulées. Ma mère se tenait sur le porche et regardait, le visage vide. Elle a vu ma voiture ralentir, et pendant un instant nos yeux se sont croisés. Puis je suis parti. La maison s'est vendue pour 650,000 dollars, dont la majeure partie est allée au paiement du règlement. Mes parents ont déménagé dans un petit appartement de 2 chambres à la périphérie de la ville. Leur retraite confortable s'était évaporée, remplacée par un revenu fixe qui les garderait logés et nourris, mais guère plus. La nouvelle s'est répandue rapidement dans notre ville natale. Les familles que Case avait victimisées se sont senties vengées. Les gens qui avaient toujours su que quelque chose clochait dans la façon dont mes parents traitaient Case ont vu leurs soupçons confirmés. Mais il y avait un autre groupe, les amis de mes parents, les gens de leur église, les vieilles connaissances familiales qui me voyaient comme la méchante qui avait détruit ses propres parents pour un accident. J'ai reçu du courrier haineux, des lettres anonymes me disant que j'étais une fille terrible, que je brûlerais en enfer pour ce que j'avais fait à ma famille, que la blessure de Tyler était la punition de Dieu pour mon orgueil. Quelqu'un a laissé un rat mort sur le seuil de Nicole avec une note disant traître en lettres majuscules. Nous vivions encore chez elle à ce moment-là et l'incident a terrifié à la fois sa famille et la mienne. Nous avons installé des caméras de sécurité le lendemain. Le pire est venu de mon oncle George, le frère de mon père. Il s'est présenté au rendez-vous de kinésithérapie de Tyler un jour, ayant découvert d'une manière ou d'une autre où nous serions. La sécurité a dû l'escorter dehors après qu'il a commencé à crier dans la salle d'attente sur la façon dont j'avais détruit la vie de son frère, comment j'empoisonnais Tyler contre sa famille, et comment j'allais pourrir pour mes péchés. Tyler était terrifié. Il s'accrochait à moi en pleurant, demandant pourquoi l'homme en colère criait. Ce soir-là, de retour chez Nicole, il a fait des cauchemars à nouveau pour la première fois depuis des semaines. J'ai déposé une ordonnance restrictive le lendemain matin. Mais il y avait aussi des moments lumineux. L'argent du règlement signifiait que Tyler pouvait suivre un programme de thérapie spécialisé dans un hôpital pour enfants à 3 heures de route. Nous faisions le trajet 2 fois par semaine,
passant la nuit dans un hôtel pour que Tyler ne soit pas épuisé par le voyage. Les thérapeutes là-bas travaillaient avec des enfants qui avaient vécu des traumatismes graves et des blessures physiques. Tyler s'est lié avec d'autres enfants qui comprenaient ce qu'ils traversaient. Il est devenu particulièrement proche d'une fille nommée Emma qui avait été renversée par une voiture et avait des blessures similaires aux jambes. Ils s'encourageaient mutuellement pendant les exercices difficiles, célébraient ensemble les petites victoires, et partageaient des stratégies pour gérer les séquelles émotionnelles du traumatisme. Regarder Tyler aider un autre enfant à traverser une douleur similaire à la sienne m'a montré à quel point il guérissait pas seulement physiquement, mais émotionnellement. La 3e opération a eu lieu 9 mois après la blessure initiale. Le docteur Brennan voulait ajuster une partie du matériel dans la jambe de Tyler à mesure qu'il grandissait. L'opération était de routine, mais j'ai quand même passé tout le temps dans la salle d'attente avec l'estomac noué. Paula est venue avec moi cette fois, s'asseyant tranquillement à côté de moi et me serrant parfois la main quand mon anxiété devenait trop visible. « Tu as fait la bonne chose », a-t-elle dit à un moment donné. « Je sais que tu n'en as pas toujours l'impression, mais c'est le cas. Hélène et Robert ont créé cette situation. Tu es celle qui a eu le courage d'y mettre fin. Je n'en étais pas toujours sûr. Tard le soir, quand Tyler dormait et que la maison était calme, je me demandais parfois s'il y avait eu un autre moyen. Aurais-je pu gérer ça différemment? Aurais-je pu d'une manière ou d'une autre protéger Tyler tout en gardant la famille unie? Mais alors je me souvenais du visage de ma mère quand elle a dit que Tyler méritait ce qui s'était passé. Mon père détruisant mon téléphone pendant que mon fils hurlait à l'agonie. Le rire de Véronica. La botte de Case percutant la jambe brisée de Tyler. Et je savais qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Cette famille était toxique en son cœur, et la seule façon de protéger Tyler était de la couper complètement. Véronica m'a appelé après le règlement, hurlant sur la façon dont j'avais détruit la famille. Maman et papa ont tout perdu à cause de toi. Case est en prison. Et pourquoi? Tyler va bien. Tyler a un boitement permanent, ai-je dit doucement. Il fait des cauchemars. Il a peur des bruits forts et ne s'approche pas des barbecues. Il a eu besoin de 3 opérations. Mais bien sûr, il va bien. Il a touché la bière de Case. Il avait besoin d'apprendre les limites. Il a 6 ans. C'est un enfant. Et Case l'a presque estropié pour une bouteille de bière valant $3. Je me sentais étonnamment calme. Si tu penses que c'est acceptable, alors je suis contente d'avoir détruit cette famille. Elle méritait d'être détruite. Elle a raccroché. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. La vie a avancé lentement. La kinésithérapie de Tyler a continué pendant 18 mois avant que ses médecins ne l'autorisent à reprendre des activités normales, bien qu'ils aient prévenu que le boitement serait probablement permanent. La guérison psychologique a pris plus de temps. Il avait 9 ans avant de pouvoir parler de ce jour-là sans se renfermer. Et même alors, cela venait par petits morceaux. Un détail ici, un sentiment là, jamais toute l'histoire d'un coup. J'ai coupé tout contact avec mes parents et Véronica. Paula est restée dans ma vie, le seul membre de la famille qui nous a soutenus. Elle a témoigné à l'audience de libération conditionnelle de Case 5 ans plus tard, décrivant son histoire de violence et comment mes parents l'avaient encouragée. La commission des libérations conditionnelles a refusé sa libération. Tyler a 11 ans maintenant, 5 ans après ce jour terrible au barbecue. Il pratique des sports adaptés et a des amis qui ne se souviennent pas de lui comme de l'enfant à la jambe blessée. Il a commencé à retrouver sa confiance, bien qu'il ait encore des moments où le traumatisme refait surface. Nous sommes tous les deux en thérapie pour travailler sur ce qui s'est passé et comment avancer. Parfois, les gens me demandent si je regrette la façon dont tout s'est déroulé. Si je souhaite avoir géré les choses différemment, trouver un moyen de garder la famille unie tout en protégeant Tyler. La réponse est simple. Non. Ma famille a fait ses choix ce jour-là au barbecue. Ils ont choisi l'ego de Case plutôt que la sécurité d'un enfant. Ils ont choisi de protéger un agresseur plutôt que sa victime. Ils m'ont montré exactement qui ils étaient quand cela comptait le plus. J'ai choisi mon fils. J'ai choisi la justice. J'ai choisi de m'assurer que Tyler sache que ce qui lui était arrivé était mal et que les gens qui lui avaient fait du mal feraient face aux conséquences. Ce n'est pas quelque chose que je regretterai un jour. Le spécialiste en traumatologie que Tyler voit dit qu'il fait des progrès remarquables. Sa jambe portera toujours la preuve de ce que Case a fait, mais son esprit guérit. Il apprend qu'il est en sécurité, que les gens qui font du mal aux enfants font face à la justice,
et que sa mère le protégera toujours. Mes parents ont envoyé une lettre l'année dernière par l'intermédiaire de leur avocat demandant si nous pouvions nous réconcilier pour le bien de la famille. Je n'ai pas répondu. Il n'y a pas de famille avec qui se réconcilier. Ils ont fait ce choix quand mon père a jeté mon téléphone contre la clôture. Quand ma mère a dit que Tyler méritait ce qui s'était passé. Quand Veronica a ri de la souffrance d'un enfant. Case a 7 ans à tirer sur sa peine à moins qu'on ne lui accorde une libération conditionnelle. J'assiste à chaque audience pour m'assurer qu'il purge chaque jour qui lui a été donné. Tyler mérite cela et plus encore. L'argent du règlement repose sur des comptes soigneusement gérés, garantissant que Tyler n'aura jamais à se soucier des factures médicales ou de son avenir. Il veut être médecin quand il sera grand, spécifiquement chirurgien orthopédique pédiatrique. Pour que je puisse aider d'autres enfants comme moi, a-t-il expliqué. C'est là que je sais que nous allons aller bien. Tous les deux. Malgré tout ce que ma famille biologique nous a fait, malgré la douleur et le traumatisme, nous avons survécu. Plus que cela, nous construisons quelque chose de mieux. La justice ne concernait pas seulement Case allant en prison ou mes parents perdant leur maison. Il s'agissait de montrer à Tyler que sa douleur comptait, que les adultes qui font du mal aux enfants font face aux conséquences, et qu'il méritait d'être protégé, même si cela signifiait se tenir seul contre tous ceux que j'avais connus toute ma vie. Certains ponts méritent d'être brûlés. La relation avec mes parents, avec Case, avec Veronica, ces ponts étaient construits sur un amour conditionnel qui s'est évaporé au moment où protéger Tyler est devenu gênant. J'ai craqué l'allumette moi-même et je les ai regardés brûler les yeux grands ouverts et sans aucun regret.